La Coupe du Monde bat son plein et la France s'est qualifiée en quart de finale en battant 3-1 la Pologne. Elle affrontera l'Angleterre samedi 10 décembre et là, tous les regards sont déjà tournés vers le Qatar, ce petit pays du Moyen-Orient si décrié, organisateur d'une Coupe du Monde qui semble concentrer tous les problèmes, qu'ils soient sociaux, économiques, écologiques ou du point de vue des libertés démocratiques et des droits humains. Mais l'Émirat est-il responsable de tout ce qu'on lui reproche ou les responsabilités doivent-elles être partagées, sachant qu'un certain nombre d'alliés de Doha semblent passer sous les radars. C'est le cas des entreprises françaises qui ont investi dans cet État de la péninsule arabique. Bonjour Olivier Petitjean. Bonjour. Vous êtes coordinateur de l'Observatoire des multinationales. Vous avez notamment rédigé un article sur les multinationales françaises impliquées au Qatar. On vous a invité, alors qu'on est maintenant au milieu de cette compétition, de la Coupe du Monde, et qu'on aborde là les huitièmes de finale, qui ont déjà commencé, pour parler de l'implication française dans l'économie qatari. On n'en parle pas beaucoup, mais cette Coupe du Monde, elle a été rendue possible par l'implication de nombreux pays et de nombreuses entreprises, et portée notamment par des grands groupes français. On va parler des principaux de cela, sans forcément être exhaustif, mais d'abord, je veux citer une autre enquête, celle du Guardian, qui parle d'au moins 6500 morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Ces mêmes chantiers dans lesquels sont impliquées des entreprises françaises. Les morts du Qatar, et ça c'est ma première question, ce sont donc peut-être aussi les morts de la France et des entreprises françaises qui ont collaboré avec la FIFA et le Qatar. C'est clair. Donc ce mondial qu'on voit aujourd'hui, il a été octroyé il y a plus d'une dizaine d'années. Et dans le cadre de la préparation de ce mondial, qui fait partie d'un projet du Qatar, de géopolitique, de soft power, de développement du tourisme au Qatar, de projection à l'international, il a noué des relations avec beaucoup d'entreprises pour non seulement organiser la Coupe du Monde, mais construire des stades, construire des infrastructures pour accueillir les fans aujourd'hui et les touristes demain, construire des systèmes de transport pour un peu mettre en valeur l'image du Qatar comme nation moderne et pas arriérée comme on voudrait le penser. Et dans ce cas-là, le Qatar a délibérément noué des relations en passant souvent par les gouvernements, parce que c'est la manière de faire. Donc, à travers les liens avec les politiques français, il a noué des liens avec les entreprises françaises en faisant miroiter des immenses marchés d'infrastructures de transport et notamment donc, du BTP, donc de construire des stades, des infrastructures. Et en France, il se trouve qu'on a des champions dans le domaine que sont Vinci et Bouygues. Oui, parce que le Qatar n'avait pas forcément sur son territoire, dans son pays, les entreprises qui avaient les compétences pour ces chantiers, pour tout ça. Mais ça veut dire aussi peut-être qu'il y a une stratégie économique de la part des pays étrangers, mais en l'occurrence là on parle de la France, donc une stratégie économique française à destination de Doha. C'est clair. Donc ça renvoie à plusieurs aspects qui sont spécifiques aux entreprises françaises. Le premier, c'est celui que j'ai déjà mentionné, c'est le lien avec les responsables politiques. C'est un peu le cas partout, mais en France, c'est particulièrement fort. Et donc, ça date des années Sarkozy, où il y a plusieurs partenariats de long terme qui sont noués entre le Qatar et des groupes comme Veolia. Maintenant, ils sont plus au capital, mais ils l'ont été un moment. Et surtout, deux dont on parle encore aujourd'hui, c'est Vinci. Ils sont arrivés au capital de Vinci, qui est responsable de plusieurs chantiers majeurs à Doha et à Lusail, donc une ville nouvelle. Et du groupe hôtelier Accor, dont le Qatar est là encore actionnaire, dont Nicolas Sarkozy est aussi un conseil d'administration, et qui est un peu responsable, qui était responsable de l'accueil de tous les touristes et des fans pendant la Coupe du Monde. D'ailleurs, vous parliez des années Sarkozy, mais justement, on parle là sur le plan économique de la responsabilité française, des entreprises françaises, mais ça pourrait faire aussi l'objet d'une émission à part entière, de parler aussi de l'implication politique de la France. Tout à fait. Mais les deux, dans ce cas-là, et pour ces entreprises, sont extrêmement liés, parce qu'on parle de business pour ces entreprises qui sont en fait des business octroyés par les gouvernements. Donc c'est pas, ils n'ont pas été voir des industriels pour dire on va passer marché. Le business, qu'on parle de construire des stades, construire des infrastructures, construire des hôtels pour accueillir les touristes, c'est des contrats gouvernementaux, des marchés publics. Et donc c'est pour ça que les liens de proximité avec les dirigeants politiques, l'aide de Nicolas Sarkozy ou d'autres pour dire venez avec moi à cette visite officielle, on va voir ce marché public, est très importante. Oui, il y a une vraie stratégie des États. On le voit aux États-Unis actuellement, où Emmanuel Macron il a amené dans ses valises notamment un certain nombre de patrons de grandes entreprises françaises. Tout à fait, mais ça date pas d'aujourd'hui. Malheureusement, tous les voyages des présidents, dans l'avion, il y a toujours les PDG de la moitié du CAC 40. Et c'est pas propre à la France non plus. C'est très fort en France quand même.
Alors, vous avez parlé de Vinci, pour commencer. C'est sans doute l'exemple le plus emblématique dans cette Coupe du Monde. Ce géant du BTP, on le retrouve à Doha avec une plainte. Il fait l'objet d'une plainte de l'ONG Sherpa. De nombreux ouvriers, notamment migrants, leur reprochent d'avoir travaillé sur les chantiers de la Coupe du Monde dans des conditions très indécentes. Le groupe Vinci Construction, grand projet, c'est son nom complet, a été mis en examen, accusé de conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Alors, ces entreprises, notamment là on parle de Vinci, et leurs sous-traitants ont fait travailler les employés dans des conditions qui sont celles généralement utilisées au Qatar avec une main-d'œuvre immigrée exploitée. C'est quoi? On peut dire que ces entreprises françaises donc, pratiquent aussi des formes d'esclavage moderne au Qatar? À l'origine, en tout cas, ça fait l'objet d'une procédure judiciaire. Donc, en tout cas, elles ont fermé les yeux sur des faits dont elles ne pouvaient pas être conscientes au début. Donc, rappelons, le Qatar, c'est un tout petit État riche, et depuis, ça date pas des chantiers du mondial. Repose sur une main-d'œuvre immigrée très abondante, notamment en provenance des pays asiatiques. Et pour construire tous ces stades d'Afrique, et pour construire tous ces stades, ces métros, ils ont fait venir encore plus d'ouvriers en allant avec des agences de recrutement les chercher. Et en maintenant leur système traditionnel, qui est effectivement une forme d'esclavage moderne, où les ouvriers se font confisquer leur passeport, les normes de vie et de sécurité sont très faibles, etc. Et donc là, ces chantiers, ils ont commencé il y a 10 ans, donc octroyés à toute une série de grandes entreprises françaises, européennes, d'autres pays européens. Toutes les entreprises de BTP européennes se sont précipitées sur ce marché. Et au début, effectivement, on peut dire que les donneurs d'ordre européens, ils se posaient pas trop de questions. C'était comme ça qu'on faisait sur place, donc ils ont laissé faire. Et très tôt, effectivement, on a vu commencer à avoir des alertes sur le nombre de morts qu'il y avait sur les chantiers à cause des mauvaises conditions, la chaleur, etc. Et ça a donné dès 2014, il y a eu des premières enquêtes de Guardian, d'Amnesty International, et de Sherpa, qui a commencé à travailler sur la question. Et la première plainte de Sherpa contre Vinci, elle date de 2015. Donc elle date quand même il y a très longtemps. D'abord classée sans suite. Voilà, elle a d'abord été classée sans suite. Ensuite, il y a eu une deuxième plainte avec constitution de partie civile, etc. Et finalement, tous ces efforts ont mis 7 ans pour déboucher sur une mise en examen de Vinci Grand Projet. Donc on peut dire depuis que, en gros, ces entreprises, quand elles sont confrontées à des scandales de ce type, leur premier réflexe, c'est de limiter les dégâts. Donc, Vinci a annoncé des mesures pour un peu protéger ses ouvriers. Mais ça pose beaucoup de questions parce que Vinci, là-bas comme ici, travaille par l'intermédiaire de sous-traitants. Et donc, autant Vinci a une mesure de contrôle sur ses ouvriers directs, mais surtout les ouvriers de ses sous-traitants, le contrôle, il est assez limité. Et puis, il est fait que pour éviter que ça fasse scandale et pas vraiment pour prévenir les abus. Dans les témoignages recueillis par l'ONG Sherpa, les employés de Vinci ils disent avoir travaillé, vous l'avez précisé tout à l'heure, passeport confisqué, entre 66 et 77 heures par semaine, vivant entassés dans des chambres exiguës. C'est assez dramatique, c'est incroyable d'imaginer ça. Entre 66 et 77 heures, ça paraît énorme. Il faut préciser aussi que le Qatar détient 4% du capital de l'entreprise. Exactement. Donc c'est plus qu'un partenaire qui a profité de marché public, il y a vraiment une alliance de fonds entre le groupe Vinci, dont on connaît le poids en France, tous les grands projets, et l'État du Qatar. Donc c'est à la fois Vinci a profité du marché qu'offrait le Qatar, mais c'est aussi Vinci est lui-même un outil d'influence et de projection du soft power du Qatar en France, parce qu'à travers Vinci, le Qatar est présent sur un certain nombre de marchés publics, sur des grands aéroports, etc. C'est tout un modèle de développement qu'incarne le groupe. D'ailleurs, on parle de Vinci, mais on pourrait parler d'une autre entreprise française, Accor Hotel. Pour eux, la Coupe du Monde, ça a été un véritable jackpot, quoi. Ils ont ramassé de gros contrats. Dans cette entreprise, le Qatar, là aussi, est présent. Ils détiennent 11,3% dans le capital. Et je le rappelle, au sein d'Accor, siège depuis 2017 au conseil d'administration Nicolas Sarkozy, qui, justement, on en parlait tout à l'heure, a joué un rôle crucial dans l'attribution de la compétition quand il était président de la République. Tout est dit. Qu'est-ce qui est ajouté? Effectivement, c'est l'exemple typique de ce qu'on décrivait, où il y a ces liens politiques permettent à un groupe français, mais qui est plus tellement français au sens où il y a des dirigeants politiques français, il y a l'État qatari et aussi des Chinois, et d'amasser de l'argent et de profiter d'un événement comme celui-ci, et
un peu comme Vinci, mais d'une manière différente, pousser un certain modèle, une certaine vision du monde, un certain modèle de développement. Parce que c'est ça un peu, si on va un peu plus profond, qui est sous-jacent à ces partenariats avec le Qatar. C'est une certaine vision du monde. C'est le tourisme pour les super riches ou les très riches ou les semi-riches, avec tous les impacts climatiques et puis les inégalités que ce tourisme implique. Parce que Accor, eux, en fait, leur rôle, c'est de loger les touristes, les supporters qui viennent voir la Coupe du Monde. Exactement. C'est du développement à base d'infrastructures, la bétonisation, etc., basé sur l'exploitation du travail. Et dans un autre domaine, c'est le luxe, parce que les groupes français de luxe, LVMH, etc., sont très présents au Qatar. Donc les super riches, les inégalités. Dans le cas de Total, l'exploitation du gaz. Donc le Qatar, en fait, on peut le critiquer, mais il est porteur, il est venu incarner une certaine modèle de développement, une certaine vision économique dans lequel les groupes français se reconnaissent. Donc c'est une collaboration Qatar CAC 40 en gros. La vision du CAC 40 quoi. Voilà. Alors après Vinci et Accor, il y a une troisième entreprise qui est quand même incontournable quand on parle du Qatar. Alors elle n'est pas directement forcément concernée au premier plan par la Coupe du Monde, elle est plus concernée, on va dire, de façon générale par le Qatar. D'autant que c'est pas forcément une histoire nouvelle, le Qatar, pour cette entreprise. Il s'agit de Total Energy. Alors Total Energy, c'est une entreprise qui est attirée par les richesses gazières de la péninsule arabique. Le pétrolier a signé plusieurs contrats en lien avec le champ gazier le plus important au monde, soit 10% des réserves mondiales connues de gaz, Northfield, et l'exportation de son gaz sous forme liquéfiée vers les marchés asiatiques et européens. Là, on entend même parler de bombes climatiques. C'est même le Guardian qui a établi un classement des bombes climatiques et qui situe ce projet en tête de classement avec la majeure française. On a là un peu tout le tableau, quoi. On a eu Accor, on a eu Vinci, et là on a Total Energy et l'implication française dans les énergies fossiles. Effectivement, donc le Qatar, c'est la Mecque du côté gaz. Et dans le contexte actuel de guerre en Ukraine, de fin des importations de gaz russe, c'est devenu encore plus stratégique, encore plus important. Donc parce que là, tout s'est accéléré. Voilà, tout s'est accéléré. C'était déjà l'un des principaux fournisseurs de gaz au niveau mondial. Maintenant, c'est devenu encore plus crucial. On a vu tous les gouvernements européens aller passer, dont le gouvernement allemand, malgré toutes ses positions publiques sur la Coupe du Monde, aller signer des accords avec le Qatar. Et dans le cas français, c'est pas le gouvernement français qui l'a fait. Il a laissé Total aller signer le contrat et malheureusement tirer encore plus de bénéfices au passage. Donc vous l'avez dit, c'est un gisement qui est le plus gros gisement de gaz au monde. C'est une bombe climatique, c'est-à-dire en termes, si tout le gaz qui est dedans était brûlé, c'est le plus gros projet d'hydrocarbures au monde. Et effectivement, Total est le premier partenaire du Qatar dans ce domaine. Donc c'est typiquement ce cas de collaboration Qatar CAC 40 dont on a vu autour de l'exploitation de ces réserves de gaz. Oui, donc Total Energy, c'est pas n'importe quel partenaire pour le Qatar. En l'occurrence, c'est un partenaire historique, vous l'avez dit. Mais stratégique également. Total, c'est le Moyen-Orient. Depuis leur création, ils ont été créés pour avoir une part des réserves de gaz et de pétrole du Moyen-Orient. Donc, ils sont au Qatar depuis les années 20 ou les années 30. Mais là, ils sont devenus un partenaire privilégié et clé du Qatar dans cette optique de encore renforcer la position du Qatar comme le fournisseur de gaz liquéfié du monde entier. Vous avez parlé de vision du CAC 40 tout à l'heure. C'est la vision du CAC 40 au Qatar. Parce que ces entreprises françaises, elles sont très nombreuses. On a parlé de ces trois-là parce que elles concentrent énormément de choses et elles révèlent beaucoup. Et puis elles sont un peu caricaturales aussi par certains aspects. Mais on peut parler de nombreux autres dans de nombreux secteurs. LVMH, Hermès, Kering dans le luxe, vous en parlez dans votre papier. On peut parler de l'armement avec Dassault puisque l'Émirat a acquis aussi des Rafales. La surveillance, le secteur de la surveillance avec Thales. D'ailleurs, le Qatar organise depuis 2010 sa propre déclinaison du salon Milipol dédié à la sécurité qui est organisé par un consortium public-privé français. Donc autant de secteurs où le Qatar est un important débouché français. Du coup, ma question, vous avez parlé de vision du CAC 40. On a l'impression en tout cas que c'est une cible rêvée pour le CAC 40. Mais finalement, en fait, c'est nous qui avons alimenté le monstre. Disons, d'une certaine manière, en tout cas, l'État, les pouvoirs publics, en soutenant ces entreprises, vous avez parlé du secteur de l'armement, effectivement, là aussi, ça a été poussé par les responsables politiques de vendre des Rafales, mais aussi plein d'autres équipements d'armement et de surveillance au Qatar. Mais surtout, ça montre que tous ces champions du CAC 40, en fait, c'est plus vraiment nous. Donc, en ce sens...
au sens où ils sont plus le Qatar devient un de leurs actionnaires principaux, et au sens où ils poussent, leur stratégie, c'est de se développer plus à l'étranger qu'en France. Donc il y a toujours cette expression qui revient souvent dans la bouche des patrons du CAC 40, c'est qu'il faut aller chercher la croissance là où elle est. En gros, ça veut dire on s'en fout de la France et on va aller faire du business ailleurs parce qu'il n'y a plus trop de possibilités de faire du business en France. Mais du coup, en réalité, ils ont structuré ce modèle, celui du Qatar. Ils ont structuré, effectivement, ils ont accompagné le Qatar, soutenu le Qatar, et effectivement, les entreprises françaises ont un poids particulier dans cette stratégie de développement international, de soft power, de puissance régionale, sur le plan d'accueillir du tourisme, sur le plan d'organiser la Coupe du Monde, sur le plan d'afficher une image moderne, et sur le plan et d'une certaine manière, ils ont contribué à cette société de surveillance et de répression en collaborant à ce niveau-là aussi. Et voilà, donc ils ont fait le choix de soutenir ces projets. Il y a beaucoup de profits à aller chercher à Doha. Il y a aussi le rôle des banques. D'ailleurs, le soutien des grandes banques françaises, il est important. Elles ont prêté 8 milliards de dollars. J'en ai noté quelques-unes, 3,8 de la part du Crédit Agricole, 1,6 milliard pour BNP Paribas, 1,5 pour la Société Générale, 1,4 pour BPCE. Là, on a tous les grands noms du secteur bancaire. En gros, Doha et cette Coupe du Monde, c'est une opportunité pour le CAC 40, c'est une opportunité formidable de business. Et quand on construit des gros trucs, ça fait de l'argent, des profits pour les groupes de BTP, ça fait de l'argent pour les gens qui vendent des matériaux, et ça fait de l'argent pour les banques parce que ces grands projets, il faut les financer. Et évidemment, elles financent, elles prêtent, et au passage, elles se prennent une commission. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais, cette idée d'aller chercher la croissance là où elle est. Bon, là, il y avait des grands projets. C'était une opportunité de faire de l'argent. Au début, ils ne se posaient pas trop de questions sur ce que ça voulait dire, les conséquences pour les travailleurs, etc. Maintenant, ils sont un peu plus embarrassés, mais bon, ils essaient de passer la poussière sous le tapis, quoi. Oui, parce que sans les banques, sans les prêts, pas d'investissement, pas de possibilité ils ont rendu de ça développer. Possible. Ils ont rendu ça possible et ils ont facilité, effectivement, ça n'aurait pas été possible sans les banques et sans les autres entreprises occidentales. En fait, c'est tout un système, c'est tout un monde économique qui s'est mis en branle aux côtés du Qatar. Ça veut dire que même décrié, malgré les appels au boycott, les entreprises, elles, n'ont eu aucune peine à investir dans ce pays. C'est clair, au début, donc tout ça date d'il y a quelques années. Oui. On ne parlait pas encore de boycott, ce n'était pas encore la Coupe du Monde. Donc au début, elles ne se sont pas posées de questions. Et là, la plainte de Sherpa, c'est 2015 quand même. Voilà, ouais. Elles ne se sont pas posées de questions. La Vinci, effectivement, ça a été un des premiers à être ciblé. Ils ont essayé de mettre en place des choses sans remettre en cause fondamentalement leur partenariat avec le Qatar. Et de toute façon, ils ne pouvaient pas se le permettre vu que c'est un actionnaire. Ils ont même plutôt essayé on ne l'a pas mentionné, mais de réprimer, enfin de répondre par la violence et la répression vis-à-vis de l'association Sherpa à travers toute une série de contre-plaintes où ils ont même ciblé les salariés de Sherpa en disant un titre individuel, en demandant des centaines de milliers d'euros de dommages et intérêts, sans succès, mais bon, c'est quand même cette logique de procès bâillon qui a échoué. Et donc voilà. Et ils ne se sont pas posés de questions. Et là, maintenant, ils essayent de maintenir à nouveau. Il y a eu un moment de crise où ils étaient un peu embarrassés au début de la Coupe du Monde. Maintenant, le discours dominant, c'est plutôt, mais vous voyez, tout se passe très bien, il n'y a pas de problème. On a contribué à améliorer la situation sur place, etc. Oui, parce qu'on parle beaucoup du Qatar, on se focalise quand même beaucoup sur le Qatar dans cette indignation générale qui a lieu à juste titre actuellement concernant la Coupe du Monde. Mais là, ce dont on discute depuis tout à l'heure, c'est que finalement tout ça ne se limite pas au Qatar. Est-ce que du coup, il y a une forme, peut-être aussi de la part des politiques français, qui ont beaucoup parlé de cette Coupe du Monde en parlant de Coupe du Monde de la honte, de Mondial de la honte, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie en France, du coup à vouloir mettre en avant autant le Qatar sans parler de notre responsabilité on peut pas s'empêcher de le penser, sans dédouaner le Qatar et le gouvernement du Qatar de leur responsabilité. En particulier, quand on voit aussi toute la pression qui a été mise sur les joueurs de football eux-mêmes, non plus sans les défendre, mais bon, on faisait comme si c'était leur responsabilité, tout ce qui se passait, alors que c'est vraiment les derniers responsables. Et ils se sont défendus avec raison en disant qu'ils font que leur boulot, même si, évidemment, certains d'entre eux gagnent beaucoup d'argent. Donc oui, il y a une indignation sélective qui montre un peu la superficialité de toutes les professions de foi de nos multinationales quand elles s'affichent favorables au climat, favorables aux droits des LGBT, etc., favorables à je ne sais quoi, aux droits des travailleurs.
elles le disent, mais en fait concrètement, quand on voit ce qu'elles font, en collaborant avec des régimes comme le Qatar, mais vous l'avez dit, il n'y a pas que le Qatar, on pourrait parler de matière climatique de la Russie, on pourrait parler de beaucoup d'autres pays comme ça. Concrètement, le business, elles vont le faire avec ces régimes problématiques. D'autant que certaines de ces entreprises françaises, notamment, sont aussi sponsors de la Coupe du Monde, notamment via la FIFA. Ouais, donc effectivement, il y a un cas où LVMH, via Louis Vuitton, est sponsor de la Coupe du Monde. Ensuite, il y a d'autres sponsors qui sont des multinationales non françaises. Mais il y a ce cas particulier, effectivement. Et on l'a vu, cet intérêt, il va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt de la France pour le Qatar, mais il y a aussi un intérêt du Qatar chez nous. Bien sûr, et je pense que cette manière, en fait, ces entreprises, d'une certaine manière, et c'est le cas en particulier d'accord, de LVMH, elles vendent la France, en fait, d'une certaine manière. Pas au sens de trahir la France, mais elles vendent l'image de la France, le style français, l'hôtellerie française, le luxe français. Elles marchandisent un peu, ce qui est un peu quand même un patrimoine national, même si on peut le regarder de manière contestée. Donc le Qatar, en faisant des partenariats avec ces entreprises, elles s'achètent aussi un peu, d'une certaine manière, cette image française, etc. etc. Et c'est aussi une stratégie qatari de diversifier ses avoirs en France. Comme ça, enfin, il y a aussi un aspect, c'est pas juste du soft power, il y a quand même un intérêt économique derrière, j'imagine. L'objectif, il est aussi celui-là. Les deux sont indissociables. C'est sûr que quand le Qatar vient au capital de Vinci ou d'Accor, c'est une manière de placer l'argent qui vient du gaz. Donc il y a un intérêt économique, ces déplacements, et en même temps, ces placements, ils sont utiles parce qu'ils deviennent en même temps, en plus d'être rémunérateurs. Donc le Qatar, c'est aussi un bénéficiaire des fameux dividendes du CAC 40 qui se chiffrent en milliards chaque année. En plus d'être rémunérateur, ça peut être transformé facilement en instrument de soft power, quoi. Les deux sont inséparables, en fait. Parce que je le précise, on a cité tout à l'heure Accor et Vinci, dans lesquels le Qatar sont présents dans le capital, mais il y en a eu d'autres, notamment dans le passé, il y a eu Veolia, il y a eu Airbus, il y a le groupe Lagardère également. Donc on le voit, il y a quand même une forte présence. Puis bon, bien sûr, on peut parler du PSG, c'est l'un des exemples le plus connus. Qu'est-ce que tout cela dit, toutes ces entreprises dit de notre économie, de nos démocraties, quand on a ce tableau-là, une fois qu'on a montré un petit peu toutes ces entreprises présentes au Qatar et ce qu'elles font là-bas et ce qu'on leur reproche, qu'est-ce que ça dit exactement Je dirais deux choses principales. Ça dit beaucoup de choses, mais j'en dirais deux principalement. La première, c'est que d'une certaine manière, on l'a dit, il y a quand même une hypocrisie fondamentale de l'Europe en général et de la France en particulier, de dire nous on est vertueux, on est progressiste sur le plan sociétal, climatique, alors que bon, c'est pas tout à fait vrai. Et en plus, le confort, la richesse d'une partie de l'Europe et de ses dirigeants est faite en fait à la fois, elle a toute une histoire d'exploitation des autres continents, et même actuellement elle est faite de partenariats avec des régimes répressifs au Qatar et ailleurs dans le monde. Donc il y a cette hypocrisie, cette déconnexion entre vouloir prétendre être vertueux et en fait regarder la réalité des pratiques. Et ça dit aussi, à mon sens, ce qu'on a aussi un peu abordé aussi, c'est la déconnexion croissante entre le CAC 40 et la France, quoi. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ces grandes entreprises, on se demande de plus en plus à quoi elles nous servent en tant que Français, au sens large. Elles nous apportent de moins en moins d'emplois, elles siphonnent les finances publiques avec des baisses d'impôts, des aides publiques. Et elles s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe en France. Elles sont plutôt dans l'optique de vendre, en tout cas pour les groupes de luxe et certains autres, la France. Donc c'est cette déconnexion. Et à un certain moment, quand on parle politique économique, voilà, faut se dire avoir une politique moins focalisée sur les grandes entreprises qu'on nous présente comme des champions nationaux. En fait, elles sont les championnes d'elles-mêmes et pas tellement de la France. Et plus focalisées sur les alternatives aux grandes entreprises, des politiques plus larges, sur les plus petites entreprises, le secteur public évidemment, redonner sa place au secteur public, les formes d'économie, de l'économie sociale et solidaire, etc. etc. Donc ça nous dit que voilà, cette déconnexion, le fait qu'il faut de moins en moins, en tant que citoyen, on devrait de moins en moins faire confiance au CAC 40 et compter plus sur nous-mêmes que sur le CAC 40 pour notre salut économique. Pour conclure, en fait, c'est le Qatar, mais c'est pas seulement le Qatar, c'est aussi les grandes puissances, les grandes nations et les grands groupes qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans cette région du monde. Les élites politiques et économiques occidentales en partenariat avec le Qatar. Je vous remercie, Olivier Petitjean, pour cet éclairage.
qui nous permet aussi de prendre un peu de recul sur cet événement qui est la Coupe du Monde de football, qui, je le rappelle, continue jusqu'au 18 décembre.